Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Niquer, le podcast de la Maison du Sport au féminin qui donne la parole aux personnes qui vivent, transforment et repoussent les limites du sport. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Lucas Olivier, enseignant en activité physique adaptée et santé, plus connu sous le nom de lucas.apa sur Instagram et qui compte près de 13 000 followers. Lucas accompagne au quotidien des personnes dans leur reprise ou leur découverte du mouvement, la prévention et l'autonomisation. Alors que beaucoup de femmes hésitent à se lancer dans une activité physique et sportive par peur de ne pas être à la hauteur, de se blesser ou de se sentir jugée, nous allons explorer avec Lucas comment identifier et dépasser ses freins, retrouver confiance en son corps et choisir une activité physique adaptée, accessible et qui donne vraiment envie de bouger. Une conversation pour toutes celles qui veulent oser le premier pas et se reconnecter au plaisir du mouvement, sans pression et avec bienveillance. Bonjour Lucas, bienvenue dans notre studio. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Lucas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu en quoi consiste ton métier ? Oui, bien sûr. Je suis enseignant en activité physique adaptée et j'utilise le mouvement justement comme prévention, notamment pour prévenir une bonne santé et pour justement garder cette autonomie au quotidien tout au long de notre vie. Ok, du coup, tes patients, c'est des personnes de tout âge ? Alors, c'est des personnes de tout âge. Je peux travailler de l'enfant jusqu'à la personne âgée, dans le 3e, 4e âge, avec ou sans pathologie. Voilà. Okay. Pour justement tout ce qui est reprise d'activité physique ou lutter contre le développement de certaines pathologies, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, grosso modo, j'accompagne des personnes avec des besoins spécifiques et des personnes qui n'ont pas de réels besoins, en tout cas qui n'ont pas de pathologie, tout simplement pour reprendre de l'activité physique et se remettre en mouvement au quotidien. Voilà. Ok. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'encourager les femmes à bouger ? Pourquoi c'est un enjeu de santé ? Parce qu'au vu de l'expérience et de l'accompagnement que j'ai eu justement avec le genre féminin, le genre féminin a énormément tendance à se mettre en retrait, en repli, et donc à laisser passer les autres, souvent tout ce qui est famille, les personnes les plus proches, en priorité, et donc elles ont tendance à s'oublier. Et sauf que si on veut prendre soin de nos proches, je pars du principe où c'est hyper important de être en bonne santé soi-même, déjà, et de prendre soin de soi. Donc ça, c'est vraiment un des freins. Et après, il y a d'autres freins qui arrivent à cela, donc comme le regard des autres, la peur de se blesser, la peur de ne pas avoir le niveau pour débuter. Sauf que justement, c'est ce qu'il faut aussi, on débute parce qu'on n'a pas le niveau. Sinon, on reste dans notre zone de confort et il n'y a pas d'évolution. Ok. Selon toi, pourquoi c'est important de rappeler que toute activité physique compte, même quand elle est douce et ponctuelle ? Le corps est une machine extraordinaire qui doit être en mouvement. Donc déjà, ça, c'est le premier principe. Et à partir du moment où on accumule des mouvements, je veux dire, l'accumulation de mouvements fera qu'à la fin de la journée, on aura quand même été bien en mouvement et on se sera un minimum dépensé, contrairement à une personne qui est restée assise dans son bureau toute la journée, dû à son travail, dû à sa vie dans le quotidien. Et donc, c'est essentiel de se dire que l'activité physique n'est pas reliée à un mouvement ou du sport sur de la performance, et donc ce n'est pas parce qu'on fait une activité physique qui n'est pas brutale, qui n'est pas où on ne se met pas dans le rouge, qu'elle ne compte pas. Chaque mouvement compte dans le quotidien. Par exemple, rien que le fait de prendre les escaliers et pas l'ascenseur, c'est un mouvement qui compte dans le quotidien. Le fait de prendre le vélo pour aller se déplacer au travail ou aller chercher les enfants à l'école, c'est un mouvement qui compte. Même si, en étant sur le vélo, on n'est pas essoufflé, ou on ne transpire pas, on n'a pas cette sensation d'être vraiment dans une session sportive ou d'activité physique. C'est pour ça qu'il faut vraiment séparer l'activité physique et le sport. C'est vraiment deux notions différentes. Exactement. Moi, j'assimile plus le sport à de la performance et de la compétition. Et l'activité physique, je la définis plus comme une mise en mouvement. Okay. Il y a ce qu'on appelle l'activité physique, les activités physiques au quotidien. Le fait de faire le ménage, de faire son lit, de s'occuper de la maison, de faire la vaisselle, etc., c'est une mise en mouvement. Et on consomme de l'énergie pour justement faire toutes ces tâches du quotidien. Donc, ça reste une activité physique. L'activité physique est vraiment assimilée au mouvement quotidien. Le sport, plus un mouvement de performance.
étant plus jeune et en ayant accompagné certaines femmes avec ou sans pathologie, je parlais tout le temps d'activité physique. Par contre, à partir du moment où elles allaient dans un club, que ce soit d'athlétisme, par exemple de tir à l'arc pour les personnes, pour les femmes atteintes de cancer du sein, notamment pour tout ce qui est ouverture cage thoracique au niveau de la cicatrice, etc., pour se réapproprier ces mouvements-là. Là, on était plus sur un aspect sport, parce qu'il y avait la possibilité, justement, d'aller dans une fédération et donc de pouvoir pratiquer cette activité physique-là en compétition face à d'autres personnes, etc. Voilà. Après, en soi, une personne vient me voir et me dit je fais du sport ou je fais de l'activité physique, je vais pas la reprendre pour lui dire non, tu fais pas du sport, tu fais de l'activité physique, ou tu fais pas de l'activité physique, tu fais du sport. L'essentiel, c'est quoi? C'est de bouger, d'être en mouvement et que surtout cette activité physique ou ce sport plaise et qu'il y ait toujours cette régularité. Voilà. Tout à fait. Il faut pas oublier que la Haute Autorité de Santé recommande 30 minutes d'activité physique, et c'est là où c'est différent, c'est pas du sport, c'est de l'activité physique, et elle considère que c'est de la marche, minimum de la marche au quotidien. Selon toi, c'est quoi les peurs les plus fréquentes, ce que tu entends le plus souvent quand une femme dit qu'elle fait pas de sport? Alors, on parle de peur ou de frein? De peur? Les deux? On parle de peur, on peut parler des deux. Alors, au niveau des peurs, il y a surtout... il y en a quand même pas mal. Il y a la peur du regard des autres. Ouais. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est confiance en soi. C'est très répandu. C'est très, très répandu. Notamment, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes en salle de sport. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait inverser. Enfin, pas inverser, mais du coup, équilibrer l'accessibilité et du coup, enlever ce frein, cette peur du regard des autres et de ce manque de confiance en soi. Bon, après là, on est plus sur aussi un accompagnement un peu plus personnalisé par rapport à ce manque de confiance en soi. Ensuite, il y a la peur de se blesser et la peur de je ne vais pas y arriver. Voilà, ça arrive souvent, et souvent ce sont des peurs réellement dans la tête, parce que finalement la plupart des personnes que j'ai accompagnées, en faisant, on va dire, un travail un peu plus axé sur l'accompagnement, la prise en charge individuelle, l'explication aussi de pourquoi je vais pratiquer et faire cette activité physique-là, ce mouvement-là et pas un autre, on arrive à baisser ce taux de peur, et donc la personne arrive à pratiquer. Et voilà, et on se rend compte que finalement, ce sont que des peurs, la plupart du temps, qui sont dans notre tête, et qu'il faut tout simplement pas attendre le bon moment pour se lancer, mais qu'il faut y aller, et petit à petit, même si c'est juste 10 minutes de marche, mais c'est 10 minutes de marche. Si c'est prendre l'escalier juste le matin quand je vais au travail, et le soir je reprends l'ascenseur parce que je me le sens pas, ou parce que voilà, je commence petit à petit, il y a pas de souci. Et c'est déjà on a enlevé cette peur là. Et du coup, comment on peut concrètement lever ces freins et leur montrer que l'activité physique peut être simple, progressive et surtout accessible? Déjà, comme on l'a dit précédemment, il faut dissocier le fait de faire une activité physique et le fait de pratiquer une activité physique ou se mettre en mouvement avec l'association d'une séance intensive d'activité physique ou de sport. Ou de performance. Ou de performance, exactement. Vraiment, on a aussi il faut enlever cette corrélation entre activité physique et performance. On a le droit de faire de l'activité physique sans performer dans quoi que ce soit. Je prends mon exemple. Moi, je fais de l'activité physique au quotidien. Je performe pas, je performe nulle part. Mais je reste toujours en mouvement. Et j'arrive à trouver mon équilibre comme ça. Et énormément donc notamment de femmes, arrivent à trouver cet équilibre-là sur le fait de se mettre en mouvement sans vouloir performer, sans être dans une séance à haute intensité. Voilà. Il faut vraiment dissocier cette haute intensité de la mise en mouvement et de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme activité, par exemple, pour débuter? On a dit la marche. On a dit la marche, exactement. Alors après, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. S'il y a des pathologies ou non, le temps aussi que ces femmes peuvent avoir dans le quotidien, dans la journée. Mais moi, ce que je conseille réellement, c'est la marche.
Ce que je conseille aussi souvent, c'est par exemple quand on fait son café ou son thé et que l'eau chauffe, faire des assis debout. Donc ce que j'appelle assis debout, les squats. Et voilà. J'ai un exemple concret. Pour Noël dernier, j'ai lancé un calendrier de l'Avent, donc le 24 Move sur les réseaux sociaux. L'objectif était justement de mettre, si je pouvais mettre une personne de plus en mouvement que la veille, pour moi c'était gagné. Mon premier exercice, c'était le assis debout. Et donc il fallait effectuer un assis debout. Donc soit faire un squat sans la chaise, soit alors faire un squat en s'asseyant sur la chaise et en se relevant pendant 2 minutes. J'ai eu une de mes proches qui m'a dit en fait le lendemain j'ai des courbatures aux jambes. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça assez rigolo parce que je me suis dit finalement il n'y a pas besoin de faire grand chose, juste être dans la régularité, faire des petits mouvements. Donc voilà, la marche, des activités douces comme le yoga, comme le pilate, les étirements aussi. Il suffit juste, par exemple, d'avoir un petit temps et au lieu de se mettre, par exemple, j'ai 45 minutes devant moi, au lieu de prendre son téléphone, ce que je fais, je suis le premier à le faire, de prendre mon téléphone et de scroller sur les réseaux sociaux, pourquoi pas mettre une vidéo YouTube d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est toujours mieux que rien. C'est un quart d'heure à intensité modérée sera 100 fois supérieur. Exactement, 100 fois supérieur à 0 minutes à intensité à grande intensité. Voilà. Donc réellement, ce que je peux proposer, c'est ça, c'est de la mise en mouvement via la marche, via des séances au poids de corps. Je veux dire, juste des assis debout, des petites fentes. Après, ça va dépendre aussi, je pense, du passif de chaque personne et des activités physiques qui ont pu plaire et qui ont pu déplaire durant notamment l'adolescence. Et ça reste aussi des freins parce qu'il y a pu avoir des petits traumatismes qu'on a eu à l'adolescence et finalement qu'on ne veut pas revivre. Donc, je pense qu'il faut quand même pratiquer une activité physique qui nous plaît pour garder cette régularité. Bien sûr. Parce on parle de la motivation et de la discipline. La motivation, c'est vraiment en dents de scie. Donc, il y a des jours où on va être vraiment très, très motivé et il y a des jours où on n'aura pas envie. Et là, on parle de la femme qui a 3 enfants, qui va au travail, qui rentre chez elle, qui récupère ses enfants à l'école, etc. Donc, pas du tout sportif, comme la femme qui est sportive de haut niveau. Donc, elle aura des jours où elle aura vraiment envie d'aller s'entraîner et elle aura des jours où elle n'aura pas du tout envie. Et elle préférerait rester chez elle tranquillement, à boire son café pendant 2 heures sur le canapé et à lire un livre, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la régularité prendra toujours le dessus sur la motivation et permettra d'avoir des résultats sur le long terme. Comme j'ai dit précédemment, il vaut mieux faire 15 minutes 3 fois semaine à intensité modérée que 0 minutes à grande intensité. Je vois. On rappelle quand même que tu parlais tout à l'heure de pathologie. Toutes les personnes qui ont certaines pathologies ou qui reprennent une activité physique ou sportive, de toujours consulter leur médecin, de toujours consulter même un kinésithérapeute. Tout à fait. Voilà, de toujours se faire conseiller avant de reprendre une activité physique. Tout à fait. Voilà, pour être sûr que tout va bien et de pas se faire mal ou se blesser encore plus. Ouais, exactement. Tu fais bien de le dire parce qu'en fait, dans le processus réel au niveau des personnes qui ont justement des pathologies. Donc moi, je prends l'exemple aussi des personnes que j'ai accompagnées, donc notamment les femmes. J'ai eu un public avec étant atteint de sclérose en plaques, même un retour de grossesse, par exemple. Retour de grossesse, VIH, retour de grossesse, pendant la grossesse aussi. Oui, même c'est pendant hyper important de pratiquer une activité physique pendant la grossesse. Ce sont vraiment des mœurs et des idées reçues que, on va dire, depuis 10 ans, ça commence à changer un petit peu, notamment chez les femmes enceintes, comme quoi il fallait vraiment pas faire de l'activité physique. Et si, c'est très important. Justement, j'ai vu il y a 3 jours, je crois, une judokate française c'est Clarisse Agbenino qui est enceinte pour la 2e fois. On a fait 3 épisodes de podcast déjà. Génial. Vous pouvez les retrouver sur les plateformes qui parlent de l'activité physique pendant la grossesse, à quel point c'est important, à quel point c'est nécessaire pour le bien-être de soi-même et de son bébé. Mais oui, Clarisse en plein haut niveau qui continue de pratiquer alors qu'elle est enceinte. Je crois qu'elle était à 6 ou 7 ou 8 mois, je crois, si je me trompe pas. Enfin, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est bien parce que du coup, ça permet aussi de montrer que quand l'activité physique est adaptée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et le risque 0 n'existe pas. Ça, c'est partout pareil. Mais par contre, la différence entre
ne pas pratiquer et pratiquer une activité physique qui est adaptée, il n'y a pas de différence. Enfin, en soi, c'est Bien même sûr. pas comparable. C'est pas comparable. Et donc, ce que je voulais dire par là, par rapport à l'accompagnement des personnes avec des pathologies, donc d'abord, il y a la prise en charge avec le médecin, voir si l'activité physique est possible ou non. La rééducation via le kiné, donc après la pathologie ou l'opération, voilà, le début de la prise en charge. Et à partir du moment où la rééducation a bien été enclenchée, là, les enseignants en activité physique adaptée peuvent intervenir, bien évidemment en collaboration avec le médecin, ainsi que les kinés ou les différents professionnels de santé, pour redonner l'accessibilité à l'activité physique. Ok. Et donc, réutiliser et se remettre en mouvement avec en réadaptant la nouvelle fonction. Voilà. Bien sûr. Et donc on parlait d'activité physique modérée, et si une femme se sent prête, se sent motivée à intégrer du sport, donc vraiment par exemple intégrer un club ou aller faire de la course à pied toute seule, quels conseils on pourrait lui donner? Déjà, le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est surtout si réellement elle se sent prête, qu'elle fonce, qu'elle essaye. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir et se dire réellement, est-ce que tu crois que ça c'est fait pour moi? Est-ce que tu crois que ça c'est fait pour moi? Ben vas-y. Test. La seule personne qui sera décisionnaire, ce sera toi. Donc moi j'ai beau te dire essaye ça, mais finalement essaye le tir à l'arc, essaye la marche, essaye. Oui, ça peut prendre du temps de trouver son propre sport. On peut tester plusieurs sports, on peut en commencer un et l'arrêter et en essayer un autre. On a la chance d'avoir quand même pas mal de piscines en France, donc on peut aller tester la nage. Et c'est pas forcément d'aller nager, c'est de prendre une planche et de pouvoir faire quelques battements de pied, quelques allers-retours. C'est déjà bien pour commencer. C'est d'aller commencer par de la marche et faire 5 minutes de course un peu plus intensive, on va dire. Voilà, c'est d'y aller progressivement en fait. Et c'est aussi apprendre à se connaître face à une activité physique et une nouvelle activité dans le quotidien. Quand on est bébé, on n'apprend pas à marcher du premier coup. Enfin, on marche pas du premier coup, donc on tombe, on se relève. Et là, c'est la même chose sur une activité physique. On teste une activité physique, elle nous plaît, tant mieux. Elle nous plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, on pourra dire qu'on a essayé. Et bon, ben voilà, j'ai coché la case de la natation. Ça marche pour moi, tant mieux. Ça marche pas pour moi, ben tant pis, j'essaye autre chose. Et je pense que c'est très important d'avoir une activité physique qui nous plaise. Ça, c'est le plus important. Par contre, il y a un biais que j'ai remarqué lors de mes différentes prises en charge et de mes différentes séances d'activité physique, c'est l'effet de groupe. Oui, la motivation entre copines, exactement. Avec son conjoint. C'est tout à fait ça. Le fait de se dire, bon, mais déjà, je m'engage, entre guillemets, aussi sur le fait de dire, bon, ben, mercredi soir, j'ai séance pilates. Voilà. J'ai séance yoga, j'ai séance marche ou piscine. Même si, comme je disais au début, il n'y a pas la motivation, on s'est quand même engagé. Donc, il y a toujours cette régularité du mercredi soir. Bon, mais le mercredi soir, allez. En plus, les copines, elles sont là. Si elles y vont, je peux le faire. Et donc, on arrive à s'adapter et vraiment à garder cette régularité. Donc, au début, on n'aura pas la motivation. On dira, ouais, je préférerais rester à la maison, voilà. Et finalement, quand on a fini l'activité physique, c'est là qu'on ressent le bien-être. Avec toutes les hormones du bonheur. Et donc, ça, c'est hyper intéressant et hyper important, ce biais-là de l'effet de groupe. Ça permet aussi à une personne qui reprend ou commence une activité physique de s'identifier à d'autres personnes qui, du regard extérieur, peuvent donner une image peut-être où nous, on peut ressentir ou voir que cette personne-là peut-être n'est pas en grande forme physique. Mais en fait, on se rend compte que finalement, si elle arrive à bien bouger, donc si cette personne-là arrive à bouger, pourquoi moi j'y arriverai pas? Etc. Et puis après, ça permet aussi d'échanger et de se rendre compte que réellement, donc là, je prends l'exemple avec notamment des personnes que j'ai accompagnées, des femmes atteintes de cancer de sein, où en fait, on se rend compte que oui, moi en tant que professionnel, je propose une activité physique, mais vu qu'il y a un effet de groupe et chaque personne et chaque pathologie, maladie est différente, mais en fait, on se rend compte que ça crée une émulsion, un échange autour, bien évidemment, de ce sujet-là. Et donc, par exemple, Clarisse va apporter une nouvelle solution
à Guénaël, dont Guénaël n'avait pas pensé. Bien sûr. Et donc, elle va essayer, Retour sur elle va lui dire, l'expérience. voilà, exactement, retour sur expérience, essaye ça. Peut-être que ça peut te correspondre, Mm. peut-être que ça peut pas te correspondre. Et on reprend cet exemple-là avec justement l'activité physique. Essaye la natation, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Bien sûr. Mais au moins, tu auras essayé. Et donc, c'est vraiment des ouvertures et justement des solutions, de nouvelles solutions qui peuvent aider énormément de femmes. Et je pars du principe où il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, il suffit juste de trouver sa solution. Tout à fait. Et faut pas oublier aussi qu'on n'est pas toujours en recherche de compétition. C'est pas parce qu'on commence, par exemple, à courir, à faire de la course à pied, qu'on est obligé, dans un an, de faire un objectif de semi-marathon. On peut toujours continuer à faire du sport plaisir, du sport pour son bien-être, pour sa santé mentale, pour sa santé physique. On n'est pas obligé d'aller sur des compétitions, que ce soit en club. Hein. Il y a plein de clubs d'activités sportives qui proposent du sport. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ces catégories de, c'est le sport. On va dire sport loisir. Sport loisir, voilà, exactement. Le sport ouais. loisir sans compétition, où c'est juste on passe un bon moment, on apprend un nouveau sport et c'est très chouette. Donc, faut pas se mettre la pression en tant que femme. Et ça, tu le dis, c'est très juste ce que tu dis, parce que maintenant, on est dans une société aussi de consommation. Et quand je dis consommation, je parle pas que au niveau de nourriture, vêtements, etc. Oui. Je parle aussi surtout de consommation des réseaux sociaux. Oui. Et donc, la culpabilité, des fois, on culpabilise de se dire, moi, je cours, mais je me suis pas inscrite à un semi. C'est exactement c'est pas grave, en fait. Et puis, le fait, on a normalisé le fait, par exemple, de courir, quand on va courir, de faire 10 km à une allure de 5 minutes au kilomètre. Oui. Alors que c'est totalement fou. Enfin, je veux dire, déjà, on fait partie. Si tu vas courir au quotidien ou une fois semaine, tu fais partie, alors peut-être que je me trompe sur le pourcentage, mais tu fais partie des 10% de la population qui court. De la population mondiale qui court. Ouais. Donc, il faut arrêter de... On consomme plein d'informations sur les réseaux sociaux et ça aussi, c'est un frein. Ça, c'est un gros frein. Et donc, il faut réussir à vraiment se détacher de ça et se dire, OK, c'est OK. Bah, lui, il fait ça. OK, très bien. Alors, peut-être qu'on aimerait bien avoir ce niveau-là, mais il faut revenir à sa propre capacité physique. Il faut revenir aux bases aussi. Et aux bases, exactement. Aux bases du sport. On n'est pas obligé d'avoir 1000 € de matériel sur nous. On n'est pas obligé d'avoir... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en France, on a quand même des magasins qui proposent des produits pour l'activité sportive qui sont hyper raisonnables en termes de prix, en termes de technicité aussi. Donc, franchement, on peut commencer l'activité physique sans se sentir... sans avoir besoin de faire la star sur les réseaux sociaux, en plus. C'est exactement ça. Donc, c'est la culpabilité. C'est aussi le regard des autres. Ce qu'on disait, on parlait du regard des autres, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est que les gens se mettent la pression en se disant, je suis pas belle quand je cours, je ressemble à rien, j'ai pas le matos, mais en fait, on s'en fiche. Je respire mais en fait, on s'en fiche. C'est on est juste là pour faire un peu d'activité physique et on s'en fiche du regard des autres. On est là pour son bien-être, son propre bien-être. Et de réussir, on parlait tout à l'heure de temps, notamment quand on est maman, quand on est une femme active, d'essayer ne serait-ce que de trouver, comme tu disais, un quart d'heure, une demi-heure par jour ou 3 fois par semaine, de se trouver ce petit moment rien que pour soi qui nous fait du bien, c'est hyper important. Ouais. Après, je vais aussi te donner un exemple qui est sûrement un des freins, notamment. Alors là, je l'ai plus constaté justement chez les femmes que chez les hommes. C'est l'accompagnement, la motivation de pratiquer une activité physique via l'accompagnement d'un professionnel. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais de la question du rendez-vous, du mercredi soir avec les copines sur la session Pilates. C'est la même chose chez les personnes et chez les femmes que j'ai pu accompagner, notamment au domicile, parce que j'interviens dans des structures, mais j'interviens aussi au domicile. Et le frein était vraiment de se dire, en fait, Lucas, sans toi, je ne pratiquerai pas. Et alors que c'est pas un manque de connaissances, c'est pas un manque de... Ouais, c'est pas un manque de matériel, parce que notamment chez cette personne-là, il y avait un tapis de course, un rameur, des haltères. Je veux dire, il y avait de quoi faire. Enfin, moi, je rentrais là, je dis, tu veux pas me louer ta salle pour que je vienne m'entraîner? Mais honnêtement, c'était... et ça, c'est vraiment un frein dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir une motivation extérieure. Alors, là, j'en suis venu à me poser la question, peut-être c'est parce que cette personne-là n'a pas réussi à trouver le pourquoi je pratique une activité physique.
Et là, on partirait vraiment plus sur un questionnement intrinsèque. Donc sur le fait de réellement pourquoi je fais ça, quels sont les bienfaits, qu'est-ce que ça peut m'apporter à l'instant T, au bout de 2 semaines, au bout de 1 an, 3 ans, etc. Et pour ma longévité tout au long de ma vie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche quand on pratique une activité physique ? C'est notamment le fait d'être en bonne santé, de retarder le vieillissement, voilà, d'être dans une dynamique du bien vieillir. Il faut savoir qu'on commence à vieillir à l'âge de 25 ans. Hein. Donc c'est le vieillissement, c'est pas parce que on commence à avoir des rides, non, c'est à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Alors bien évidemment, le vieillissement est très minime, que plutôt à partir de 50 ans. Mais c'est ça l'objectif. C'est aussi de se dire, quand je serai grand-mère, j'ai envie de pouvoir porter mes petits-enfants le plus longtemps possible, de pouvoir les amener... Oui, les résultats sur le long terme. Voilà, c'est ça, exactement. D'être vraiment autonome le plus longtemps possible. Et ayant travaillé aussi en EHPAD, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas l'âge qui définit la santé. Absolument pas. Absolument pas. On peut avoir des personnes âgées de 70 ans qui sont malheureusement complètement dépendantes. Complètement dépendantes. Physiquement parlant, hein, je parle pas cognitivement. Et il y a des personnes, j'ai accompagné en maison sport santé, notamment une personne âgée de 92 ans, qui faisait de l'équilibre sur une jambe, qui faisait des squats, donc des assis debout, plusieurs parcours de marche, etc. Et donc, un moment, c'est assez rigolo pour l'anecdote, je suis allé la voir, je lui ai dit... quel est votre secret pour réellement être en aussi grande forme à votre âge ? Parce que donnez-le-moi et moi je signe direct pour être en aussi grande forme à votre âge, quoi. Quand on voit ça à 92 ans... Elle a répondu quoi du coup ? Elle a répondu manger des légumes, toujours être en mouvement. Ouais, c'est ça qu'elle faisait. Parce qu'elle avait pas un métier, finalement, elle avait pas un métier physique, elle était secrétaire. Ouais, donc très sédentaire. Très sédentaire. Très sédentaire. Et ça aussi... on peut être sédentaire mais et sportif. Actif. Ouais, bien sûr. Le fait d'être sédentaire, c'est passer plus de 8 heures par jour, en gros, en position assise. Mais en même temps, je veux dire, si nous, là, on enregistre des podcasts toute la journée, on commence à 9h, on finit à 18h, tu peux faire ta séance le matin, avant de venir au podcast, ou on peut faire la séance le soir. Je veux dire, mais, donc, tu es sédentaire, mais tu es sportif. Mais tu n'as pas un mode de vie actif. Tout à fait. Tu vois la différence. Et donc, mais tu arrives à trouver cet équilibre-là. Voilà. Donc, voilà. Tout est une question aussi d'équilibre. Super. Merci, Lucas. Le mot de la fin, peut-être, pour motiver toutes ces femmes. Ouais, si j'ai quelque chose à dire, c'est que, en fait, finalement, le seul mauvais entraînement ou la seule mauvaise activité physique, c'est celle que tu ne fais pas. Donc, toujours de penser que 10 minutes à intensité modérée vaut mieux que 0 minutes à grande intensité. Tout à fait. Merci Lucas. Merci à toi. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton regard sur les freins qui empêchent parfois les femmes de se lancer dans une activité physique. Ton expérience montre que quel que soit ton niveau, quelles que soient les appréhensions des femmes, il est possible de retrouver confiance en soi, de dépasser ses peurs et de trouver une pratique adaptée à ses besoins et à son rythme. À toutes celles qui nous écoutent et qui hésitent encore à bouger, laissez-vous inspirer, osez le premier pas et souvenez-vous que chaque mouvement compte, même petit. L'activité physique n'est pas une performance à atteindre, mais un plaisir à découvrir et une manière de prendre soin de soi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Niqué, le podcast de la Maison du Sport au Féminin. À bientôt Lucas. À bientôt.